Camailleux de femmes, présenté par Veronica Antonelli. Alors, une femme qui a aussi, voilà, je ne sais pas, elle a créé un nouveau métier, avocapote. Alors, c'est la fusion de l'amour du droit et de la passion de la psyché. Avocate passionnée, en droit du travail, alors, défense des violences intrafamiliales, hein, c'est ça, on dit, ouais, au barreau de Paris. Elle pratique encore, hein, mais elle a ouvert un petit peu le champ de ses possibles avec la médiation, alors elle va nous en parler, et puis le droit collaboratif. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est du tout, je suis de l'ancienne école, n'est-ce pas ? En parallèle de cette intense activité, elle a créé un cabinet de psychopraticienne et art-thérapeute. Voilà, alors c'est quand même incroyable pour une avocate d'avoir simultanément avec son activité, voilà, que c'est assez prenant quand même, je suppose, hein, voilà. Eh bien, un cabinet où on peut analyser, faire évoluer les situations, les apaiser peut-être, je ne sais pas. Alors Nadine, c'est maître, ça. Éclairez-nous. Je suis avocate au barreau de Paris depuis 38 ans. Oui. Et depuis 38 ans, je me demande comment c'est possible qu'un métier qui est fait d'accompagnement d'êtres humains en difficulté relationnelle ou en souffrance n'ait pas un début de brouillon d'introduction, d'initiation à la psychologie au sens très large. Quand je disais ça au début de ma carrière professionnelle, on me répondait « Ben oui, mais on n'est pas psy, hein ?» Non, certes, nous ne sommes pas psy. Et d'ailleurs, les personnes ne s'y trompent pas, puisque quand elles veulent aller voir un psychothérapeute, de quelque obédience qu'il soit, elles vont voir un psychothérapeute, elles ne vont pas voir un avocat. Voilà. Sauf que c'est en rédigeant mon mémoire destiné à mes pairs thérapeutes, mes pairs psy, donc au sens très large, que j'ai trouvé la réponse à cette énigme. C'est que si nous ne sommes pas psy, nous avocats, bien sûr, nous sommes thérapeutes, au sens grec du terme, les thérapeutesses, qui s'occupaient dans la Grèce antique des statues des dieux, qui étaient pris, comme tout le monde le sait, comme des êtres vivants. Puis, peu à peu, ils se sont occupés des êtres humains, corps et âme. Et que nous avons une fonction thérapeutique. Par le simple fait, déjà, de notre accueil de cette personne en difficulté relationnelle ou en souffrance, et dans tous les domaines du droit, hein, droit du travail, droit de la famille, n'en parlons pas, c'est du pathos à tous les étages, mais aussi droit des affaires, bref, tous les domaines du droit. À partir du moment où ce sont des êtres humains qui sont en jeu, voilà, on a des nécessités d'écoute particulières. Et ma préoccupation, moi, depuis que j'exerce, c'était effectivement de parvenir à mettre cet amour de la psyché, que j'ai aussi depuis très, très, très longtemps, au service de mon exercice professionnel et du droit, et vice-versa. Ce qui fait qu'on est beaucoup venu me consulter en tant qu'avocat, mais parce qu'on savait que j'étais psy au sens large, ou en tant que psy, mais parce qu'on savait que j'étais avocat. Parce que j'ai une manière particulière d'incarner la loi. D'abord par mon métier, bien sûr, par ma connaissance du droit. Et voilà, donc ça donne une double casquette, une double expertise extrêmement intéressante, me paraît-il. Et du coup, je tente depuis des années maintenant de former mes confrères comme je le peux. Là, je tiens une commission ouverte du barreau de Paris où j'ai essayé justement il y a 15 jours de communiquer des données qu'il convient que les confrères travaillent pour accueillir, écouter, etc. différemment leurs clients. Et j'ajoute, voilà, que autrefois, donc c'était assez dénigrant quand on me disait oui, mais on n'est pas psy, hein, et on n'a pas le droit d'ouvrir un autre cabinet de psy parallèle à mon métier d'avocat, ce que je fais depuis 15 ans. J'exerce les deux métiers parallèlement. Aujourd'hui, tout a changé.
parce que la justice, en grande difficulté, il faut bien le dire, tente de déporter le maximum d'affaires sur la médiation et, je dirais un mot, du droit collaboratif. Et que, accompagner en médiation, ça nécessite d'avoir des connaissances psychologiques et comment les êtres humains fonctionnent. Alors peut-être qu'il faut c'est déjà quoi un conflit, définir etc. Qu'est-ce que c'est que la médiation ? Et la médiation, c'est le recours à un tiers au conflit, bien sûr, qui va recevoir les deux parties pour que celles-ci de nouveau communiquent ensemble. Parce qu'en général, quand le conflit est très, très, très avancé, évidemment, il y a une rupture totale de communication. Donc, ce médiateur va essayer de faire en sorte qu'elle reprenne une voie de communication et que, du coup, grâce à son truchement, ces parties parviennent à trouver des solutions à leurs difficultés, ou à leurs différends, ou à leurs conflits, ou à leurs litiges. Le litige étant quand c'est déjà porté en matière judiciaire. Et ça a une limite, ça, c'est la bonne foi et la loyauté. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de limites. Il y a déjà la limite des formations de médiateurs. Je suis formée moi-même et bon, je vois que oui, il y a des limites. Ce d'autant que le médiateur n'est pas censé faire du droit, donc c'est quand même un intervenant un peu spécial. La médiation ne marche pas très bien en France, donc là elle est poussée par les pouvoirs publics, mais bon. Parce que finalement, en France, on revendique surtout ces droits, mais on n'est pas dans la négociation qu'on peut être dans d'autres cultures. Absolument. Alors là, Véronica a vraiment quelle intervention merveilleuse, puisque les avocats ne sont pas formés à la psy, ils ne sont pas formés non plus à la négociation raisonnée. C'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai mené des discussions transactionnelles toute ma vie, surtout en droit du travail, et ça se faisait sur la base des marchands de tapis. Voilà, on sait que c'est 50, mais il y en a un qui part de 100, l'autre qui part de 10, et puis voilà, puis on avance comme ça, voilà, sur une transaction. Donc avec des abandons sans justification, avec de toute façon les deux parties qui perdent, parce que celui qui pensait avoir 100, on lui a dit que c'était pas possible d'avoir 100, on lui a dit, mais ça fait rien. Ça reste engrammé dans le cerveau. Donc, il pensait avoir 100. Un raté, il aura que 50. Il donnera 50. Et l'autre pensait... bref, vice-versa. Donc c'est, tout ça, c'est des marchés de dupes. Et la négociation raisonnée, en revanche, qui fonde d'ailleurs le processus collaboratif, est une méthode sensationnelle d'accompagnement des êtres humains à ce qu'ils construisent eux-mêmes et non pas les sachants que nous sommes censés être. Donc ils co-construisent eux-mêmes leurs propres solutions. C'est ça avec des techniques particulières et des processus particuliers, notamment le processus collaboratif. 2 avocats formés accompagnent autour d'une table les parties en très grande difficulté de compréhension, d'engueulade, etc., etc., à co-construire elles-mêmes leurs propres solutions. Je voudrais dire quand même aussi un mot supplémentaire concernant les interventions qui m'ont précédé. Alors, mon métier d'avocat m'a tenu complètement à l'écart de toute discrimination faite à mon sexe. Vraiment, je n'ai absolument jamais été victime de quoi que ce soit de cette nature. Et depuis que j'exerce le métier d'avocat, très rapidement, j'ai rejoint une association qui s'appelle Avocats, Femmes et Violences. Puis après, j'en ai rejoint une autre qui s'appelle SOS, Violence Familiale, emmenée par Alain Legrand. Avocats, Femmes et Violences s'occupe, comme son nom l'indique, des violences faites aux femmes. Et l'association emmenée par Alain Legrand s'occupe des auteurs, donc massivement des hommes. Et au début, nous ne parvenions même pas à faire enregistrer des plaintes. Les policiers nous répondaient affaire purement privée. Ça ne nous regarde pas. Ça. Voilà. Depuis, oh là là, Dieu sait si ça a progressé, la loi et les sauvegardes et les tout ça. Sauf que, lorsque j'ai prêté serment, on répétait à l'envi, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint violent.
oubliant d'ailleurs de dire tout de même, parce qu'il convient, nous devons à la vérité de dire qu'un homme meurt tous les 14 jours sous les coups de sa conjointe. C'est moins, mais bon. C'est moins, Ça existe. mais ça existe. C'est une réalité. Quant aux enfants, n'en parlons même pas. Les enfants, parce que les enfants, là, c'est un pur drame entre les bébés secoués et les mains. Hein. Bon, on n'a même pas les statistiques. Bon. Donc, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint violent. Savez-vous, j'ai participé d'un colloque il y a 2 ans par là, quels étaient les chiffres alors qu'on a mis en place plein de choses de la répression. Une femme meurt tous les 3 jours. C'est ça. À ce moment-là, c'était même 2 jours et demi, cette année-là, sous les coups de son conjoint violent. Ouais. De mon point de vue, il y a un truc qui ne marche pas. Ah oui, c'est sûr que là... Il y a un truc qui ne marche pas. On peut conclure comme ça, c'est sûr. Et je vais pas conclure comme ça. Parce que ce qui ne marche pas, de mon point de vue, encore une fois, et là je rebondis sur le mot victime, c'est l'accompagnement auprès des femmes. C'est-à-dire qu'à la manière de Delphine Seyrig, il faut se mettre debout et il faut empêcher, en tant que femme, toute violence faite à mon égard. C'est-à-dire que si un homme me parle mal, il dégage. Si un homme fait comme ça, il est obligé d'arrêter son geste parce que ça va être la porte, ça va être pour lui ou pour moi. Voilà. Et enfin, on n'a jamais regardé une victime comme ça. Oh, ma pauvre, t'es victime. Non. Une victime, ça se regarde toujours comme ça. Ma pauvre amie. Je pense qu'il y a une pensée, misogyne sur les femmes victimes. Et que là, de mon point de vue, il faut tout reprendre. Oui, il y a de la pitié. Absolument. C'est de la pitié, de la commisération, etc. Et que ça n'aide en rien. Et que, voilà, je voudrais juste aussi rajouter que, bien sûr, il est des hommes extrêmement pathologiquement atteints. Mais il ne faudrait pas que ces hommes-là camouflent la forêt. Beaucoup d'hommes sont juste... C'est des cons qui réagissent mal, gèrent pas bien la violence, leurs émotions, pardon, j'allais dire la colère, je voulais dire la colère, pas la violence, mais la violence aussi du coup. La violence intraconjugale, c'est une systémie. Donc attention au rôle que les femmes y jouent, inconsciemment, sans le vouloir, etc. etc. Mais il faut vraiment prendre à bras le corps ce problème-là. Quand je suis intervenue à des colloques, inutile de vous dire que parfois... Vous avez dû apprécier. Hein. Mais voilà, de mon point de vue, nous ne sortirons de ce problème. Pourquoi ça ne change pas les statistiques ? Parce que la violence, c'est une réaction à quelque chose et c'est pulsif. C'est pulsif. Donc on aura beau prévoir une peine de 123 000 ans de prison, etc. Quand la violence se joue dans le couple en une systémie dévoyée, ça ne changera pas grand-chose en fait. Donc je souhaiterais qu'on travaille avec les femmes, mais pas en les considérant comme des victimes, pas en considérant tous les hommes comme des pervers narcissiques manipulateurs. Ce n'est pas vrai. Voilà. Bon, alors par exemple, quand la femme décide de partir et part, mais que l'homme n'arrête pas sa violence, le harcèle, etc. Alors là c'est quoi ? Bien sûr, ça c'est la limite de ça arrive. Mais parce qu'apparemment, il y en a un des deux qui veut plus jouer. Absolument, mais ça c'est les limites de mon propos. Mais vraiment, et tous les petits sérieux, et même Madame Irigoyen le redit dès qu'elle le peut, la pauvre, elle dit attention, les pervers narcissiques manipulateurs, il y en a extrêmement peu. Ça définit un Fourniret. Est-ce que vous vous souvenez de Monsieur Fourniret, qui est d'ailleurs mouru récemment ? Monsieur Fourniret est un grand pervers narcissique, qui est forcément manipulateur, ça dépend, c'est dans le titre. Et tout à fait du côté de la psychose, bien évidemment, extrêmement grave. Mais c'est pas ça l'ensemble des violences conjugales et intrafamiliales, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on peut dénouer auparavant des choses. Exactement. Et notamment, moi, quand j'ai des victimes, et Dieu sait si j'en ai accompagné, c'est aussi beaucoup pour ça que je me suis formée donc, à la psychothérapie. J'exerce la psychopratique humaniste et relationnelle et l'art-thérapie. Parce que oui, je crois aussi
à la fonction et au plaisir de la création pour pouvoir se transformer. Mais du coup, ça m'échappe. Qu'est-ce que je voulais Moi, j'ai dire? d'autres questions. J'étais partie de quelque part pour arriver... Maître, que pensez-vous de ce qui se passe avec la justice actuellement, c'est-à-dire les magistrats qui ont fait grève? Là, j'ai halluciné. Mais oui, mais c'est pas tout à fait la première fois, mais c'est vrai que là, ils répètent leur grève. La situation de la justice en France est extrêmement grave. Extrêmement grave, extrêmement. Est-ce que vous avez vu, vous, au fur et à mesure, plus de moyens, plus de greffiers, plus de papier, d'encre. Les magistrats ont des objectifs, à la limite plus d'encre, oui peut-être, je ne sais pas. Les magistrats ont des objectifs, finissent des audiences à minuit. Mais comment c'est possible ça quand même en France? Comment c'est possible en France? Que ça se soit dégradé à ce point. Voilà, prenons les hôpitaux, prenons l'éducation nationale. Prenons tous les services publics, c'est une catastrophe, voilà, volontaire, bien sûr, volontaire. Donc on est dans un état extrêmement grave. Et voilà, oui, que les magistrats de nouveau fassent grève. Mais ils ont eu un magistrat décédé, il y en a pas longtemps d'ailleurs. Voilà, décédé en audience. Je ne sais pas trop de quelle cause, même. Bon. On ne sait pas, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Voilà. Alors, oui. Alors, Paris, les délais d'appel, 2 ans, 2 ans et demi. Oula, oui. Parce que Paris, quand même, c'est la capitale, non? Jusqu'à preuve du contraire, oui, c'est la capitale. C'est juste incroyable. À moins qu'il y ait eu un changement. Non, mais ce d'autant qu'on nous a, à nous, avocats, imposé tout un tas de mesures formidables. Interdiction du dossier de plaidoirie. On ne peut plus plaider. Nous sommes interdits de plaider quasiment devant toutes les juridictions maintenant. C'est plus des procédures orales. Non, on file vraiment définitivement vers une procédure entièrement écrite. D'accord. Et sincèrement, moi, ça me change tout mon métier, puisque moi, je suis un conteur, et puis je suis un avocat judiciaire, voilà. Je vais bientôt arrêter ce métier parce que me voilà quasi vieille et j'en suis bien contente. Parce que ce qui nous arrive est tout à fait terrifiant. Alors, comme les avocats n'ont plus le droit, alors de cette plaidoirie d'origine, à plaider, donc ils se sont mis tous, c'est un peu bête, mais c'est comme ça, à rédiger des conclusions, mais alors, comme as de 50 pages, quoi. Illisible par le magistrat, illisible par l'autre. Et oui, sauf que comme ça, ils s'assurent d'avoir tout mis, d'avoir tout dit, puisque de toute façon, ils ne pourront plus avoir accès au juge. Or, eh bien, la Cour d'appel de Paris, alors je suis peut-être pas en place, je ne me souviens plus, mais a donc asséné la chose suivante, que si les conclusions n'étaient pas résumées en 1000 mots, elle n'allait plus les prendre, quoi. Donc les avocats font 50 pages de conclusion, c'est excessif, on est d'accord, mais ils se rassurent eux-mêmes. 1000 pièces. Et 1000 mots. 1000 mots. Bon, alors, écoutez, je sais pas. Ils veulent plus de nous. Bah. Donc, voilà, parallèlement, ça pousse à la médiation collaborative, c'est compréhensible. Et alors, qui va gérer ça, la médiation? Ce sont des associations que le contribuable finance lui-même? Ah non. Est-ce qu'on va vers une justice payante? Oui, on va vers une justice payante, exactement. C'est-à-dire que normalement, déjà, avec l'aide juridictionnelle, ça permet, en théorie, quand on arrive à trouver un avocat, d'accéder à la justice, donc d'obtenir peut-être justice, se faire entendre en tout cas. Oui. Et puis finalement, là, et alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'il y a un avocat qui est ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti. Oui. Alors, est-ce que ça, c'était pas quand même un brin d'espoir? Non. Bah non. Du tout. Enfin, personnellement, je n'en avais pas et je ne suis pas déçue. Et comme ça, tout est clair. C'est ça. D'accord, bon, et bien voilà. Alors, c'est dommage parce qu'effectivement... dès que les services publics sont attaqués, on va vers la privatisation et l'ultralibéralisme. C'est ça, exactement. Voilà. Et alors, peut-on parler encore de liberté? Est-ce qu'il faut vous lancer là-dessus ou pas? J'ai déjà des sujets un peu difficiles avec les femmes, un petit peu polémiques. En ce qui concerne les libertés, oui, moi je suis... Sur l'argent, il n'y a pas de problème. Je suis évidemment tout à fait catastrophée par l'état de notre société. Est-ce qu'on est toujours dans un état de droit? Pour moi, non. L'état de droit est effondré. Intéressant. De par votre expertise double.
Déjà, dans le travail, il n'y a plus de droit du travail. Le droit du travail, ça a été... Le droit du travail est détricoté d'une manière remarquable depuis... Non, quasiment plus. Enfin, il y en a, si, apparemment. Oui. Apparemment, mais le fait est que la première année de l'introduction de la loi El Khomri, j'allais dire autre chose, mais bon, la loi El Khomri, 50% de saisines en moins des conseils des prud'hommes. Deuxième année, 75%. Il n'y a plus de prud'hommes, il n'y a plus de conflit. Voilà, exactement, il n'y a plus de conflit. La nouvelle législation sur le licenciement permet de ne plus motiver la lettre de licenciement. Non, le vendredi, on vous dit c'est fini pour le lundi. Non, par SMS. À l'américaine, en fait. Oui, exactement. Voilà, donc on ne peut même plus négocier, rien. Oui, mais là, en termes de symbolisme, j'alerte, parce que c'est extrêmement grave. C'est très grave. Salariés finiront deviennent des esclaves. Ou ils vont tirer. Ils vont tirer. Il y a d'ailleurs eu des problèmes dans des entreprises. S'ils pouvaient réagir, ça serait pas mal quand même, parce que les syndicats de salariés, on ne les entend pas non plus. Alors, il n'y a plus de solidarité, donc personne ne réagit. À part Sud. Oui, alors non, mais bon. Oui, non, mais c'est vraiment très grave. La situation est extrêmement grave. Mais bon, je voudrais pas casser le moral de tout le monde. C'est trop tard. On peut espérer qu'en 2023, tout cela change. Parce que les syndicats ont dit que attention, ils vont parce que là, je crois qu'on a eu le 10e 49.3. Ça y est déjà. Vous savez que au 12e, on en a un gratuit. C'est bien. Le bonus. C'est le bonus. Qu'est-ce que c'est un 49.3 ? C'est un vote bloqué, sans discussion. Sans discussion à l'Assemblée. Voilà. Mais je croyais qu'il était limité, normalement. On pouvait utiliser 3,49.3 par... Non, uniquement pour les textes de politique générale, mais dès que dans les lois de financement, c'est ça. Là, c'est tant qu'on veut. Tant qu'on limité. Ouais. Je me demande ce que font les députés encore. Pourquoi ils vont siéger ? Ça, c'est une grande question que j'ai. Ou bien justifier leur salaire. Voilà, merci beaucoup. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est vrai que ça rapporte. Bon, merci beaucoup. Est-ce que, comment, alors, le cabinet, en tant que psychothérapeute, il est à Paris ou il est ailleurs ? Ah non, il est externalisé.